Aujourd'hui, on s'attaque à un très gros dossier. Éric Zemmour, l'homme qui a tout compris à la création d'une marque. Écrivain, auteur, polémiste, chroniqueur télévisuel, essayiste, Éric Zemmour est un homme à multiples casquettes et aussi à multiples facettes. C'est une personnalité très clivante et il serait très facile de dire tout de suite « je déteste Éric Zemmour » ou « j'adore Éric Zemmour ». Mais sur cette chaîne, on se concentre pour aller dans les détails, pour analyser comment des entrepreneurs, des artistes ou des personnalités créent une image de marque forte et différentes pour vendre leurs produits. N'oublions pas que même si Éric Zemmour a une pensée politique, son travail principal jusqu'ici est d'écrire des livres, donc de les vendre. D'ailleurs, dans la suite de la vidéo, on verra en détail les chiffres de vente de ses ouvrages. Trouver les chiffres de vente dans l'industrie du livre, ce n'est vraiment pas facile, mais j'ai fait le job pour vous, on verra dans la suite de cette vidéo. Éric Zemmour est l'homme par qui la polémique et les ventes arrivent. Jugé, condamné, idolâtré par certains, détesté par d'autres, Éric Zemmour a tout d'une marque qui fait parler et surtout vendre. Son best-seller, Le Suicide français, s'est vendu à 400 000 exemplaires et comme le disait le célèbre philosophe, les hommes mentent mais pas les chiffres, À chaque innovation, on observe toujours le même schéma. Le contexte, l'idée et la faisabilité s'entrecroisent au sein de la zone de création. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser aux idées de Éric Zemmour, mais plutôt à pourquoi le contexte et la faisabilité ont fait qu'il a créé une marque disruptive qui suscite l'engouement de nombreux fans prêts à acheter ses produits et ses idées. Dans la première partie de cette vidéo, on verra le contexte et l'histoire de Éric Zemmour parce qu'il est toujours important de contextualiser l'arrivée d'une marque. Si elle a eu du succès à un moment précis, c'est qu'il existe dans son histoire des événements dont nous n'avons pas connaissance. C'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Et enfin, dans la seconde partie, nous analyserons la force de la marque Éric Zemmour et comment vous pourrez utiliser les mêmes leviers dans la création de votre image de marque. Comme toute grande marque, Éric Zemmour s'est construit avec le temps des échecs et le temps des succès. Il est issu d'une famille d'origine juive algérienne de nationalité française, arrivée en France durant la guerre d'Algérie. Éric Zemmour est né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, en 1958. Son milieu est assez modeste, avec un père, Roger, qui est ambulancier, et Lucette, qui est femme au foyer. Élève apprécié de ses professeurs de français et d'histoire, alors qu'en mathématiques et en chimie, il est complètement un petit peu à la traîne. On peut dire qu'il n'est pas bon. Il tente à 2 reprises le concours de l'ENA, l'École nationale d'administration, qui permet d'accéder à la haute fonction publique et à la vie politique, mais il échoue. Sans faire le psychologue de bas étage, je pense que cet événement l'a marqué et qu'il a été une pierre fondatrice de sa pensée et de la création de son personnage, de sa marque. On va le voir par la suite. Éric Zemmour commence sa carrière de journaliste dans la presse écrite au quotidien de Paris, un peu par hasard en 1986, avant de rejoindre en 1996 le service politique du Figaro. Il est repéré en 1995 par Michel Cotta, qui est à l'époque la directrice générale de France 2, qui lui offre son premier passage dans son émission de télévisée, la Revue de Presse. On est encore bien loin du Éric Zemmour affûté et préparé au débat télévisuel avec des phrases qui font mouche et qui créent la polémique. 1995 est l'année de l'élection présidentielle. Le président de la République en cours de mandat est François Mitterrand. La droite et son leader, Jacques Chirac, semble être désigné gagnant, mais le camp de Jacques Chirac est divisé puisque Édouard Balladur a le vent en poupe pour être élu. Je dis bien semble car Jacques Chirac sera finalement élu au second tour face à Lionel Jospin. En 1995, Jacques Chirac avait peur de la candidature d'Édouard Balladur, mais finalement c'est Jacques Chirac qui accédera au second tour. Pourquoi ces informations sont importantes dans l'histoire de Éric Zemmour ? 1995 est la date de parution de son premier ouvrage, Balladur immobile à grands pas, qui est une analyse de la pensée d'Édouard Balladur. À cette période, on parlait beaucoup d'Édouard Balladur comme l'outsider qui allait prendre la place du leader, Jacques Chirac. Éric Zemmour a donc surfé sur cette vague de notoriété pour sortir son premier ouvrage. A noter que Éric Zemmour est tout de même passionné de politique. Moi, j'aime la politique depuis que j'ai 13 ans ou 14 ans. Donc il a joint l'utile avec les potentielles ventes que pourrait amener cet ouvrage, à l'agréable puisqu'il a une pensée à cette époque plutôt de droite et plutôt pour Chirac. Entre 2003 et 2014, l'émission Ça se dispute sur iTélé oppose 2 éditorialistes qui analysent et débattent de l'actualité politique de la semaine. Éric Zemmour est un des 2 éditorialistes. Au début, il est confronté avec Christophe Barbier, directeur de rédaction de l'hebdomadaire L'Express, puis à Nicolas Domenech, journaliste politique français, à ne pas confondre avec Romain Domenech, ça n'a rien à voir. Je m'en fous, mais alors à un point, on ne pouvait pas imaginer. Durant cette longue période, Éric Zemmour a affûté sa pensée et son concept de marque. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les débats de l'époque et de voir l'évolution d'Éric Zemmour dans le débat. Il devient plus précis, plus clivant, plus incisif, ce qui lui vaut d'être repéré par une émission de télé à succès d'audience, On n'est pas couché, présentée par Laurent Ruquier.
Entre 2006 et 2011, il y gagne une véritable notoriété avec une réputation médiatique de sniper du PAF, paysage audiovisuel français. L'émission était assez simple. Des invités sont sur le plateau de Laurent Ruquier pour parler de leurs projets. Que ce soit des politiques ou des artistes, et des critiques apportent leur point de vue. Ces passages télévisés ont donné suite à de nombreux clashs qui ont été relayés sur les réseaux sociaux. Pour certains passages de Éric Zemmour à On n'est pas couché, ça accumule des millions de vues sur YouTube. D'ailleurs, qui d'entre nous n'a jamais regardé ce type d'émission uniquement pour le clash? La culture du clash, d'ailleurs, est un modèle qui vient des États-Unis. Elle entraîne des pics d'audience et forcément intéresse fortement des annonceurs qui veulent placer leur publicité. Dans l'émission On n'est pas couché, il forme un célèbre duo de snipers avec Éric Nolot, qui dira de lui, avec un os, il reconstitue un dinosaure, c'est la marque des grands idéologues et des grands paranoïaques. Quelques années plus tard, il est évincé de On n'est pas couché, de l'émission On n'est pas couché, et à vrai dire, j'ai eu beau chercher partout sur internet, j'ai pas trouvé les réelles raisons de son éviction. En 2014, la chaîne CNews décide de mettre fin à la collaboration avec Éric Zemmour au sein de l'émission Ça se dispute, suite à des propos que la chaîne a jugés choquants. Éric Zemmour avait déclaré dans un journal italien: les musulmans ont leur code civil, c'est le Coran, qu'ils vivent entre eux dans les banlieues. Les Français ont été obligés de s'en aller. Mais il reste toujours à l'antenne sur une autre émission de télévision diffusée sur Paris Première. Depuis septembre 2011, on peut voir une grosse évolution d'ailleurs dans cette nouvelle émission qui s'intitule Zemmour et Nolot, Zen, puisqu'elle est axée sur la personnalité de Éric Zemmour. Les producteurs de télé se sont rendus compte qu'ils faisaient des gros scores d'audience. Ils ont donc monté tout un concept autour. Bien que de nombreuses polémiques tournent autour de Éric Zemmour, et bien que certaines chaînes de télévision décident de ne plus travailler avec lui, il est toujours à l'antenne et il a toujours des succès d'audience. Mais Éric Zemmour ne s'arrête pas là, puisque c'est un boulimique de travail, on le verra d'ailleurs dans la suite de la vidéo. Depuis 2019, Éric Zemmour est au centre d'une autre émission Face à l'info, présentée par Christine Kelly, qui est une ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel de 2009 à 2015, sur CNews. Le 16 novembre 2019, l'émission rassemble 270 000 spectateurs avec un pic d'audience à 331 000 spectateurs. L'audience ne cesse de progresser et le 28 octobre 2020, l'émission établit un nouveau record avec près de 706 000 spectateurs. Et cela n'est pas la première fois puisqu'à l'époque de l'émission On n'est pas couché sur France 2, et ceci malgré l'heure tardive, l'émission commence à 17% de part de marché et atteint un pic avec le passage d'Éric Zemmour entre 34 et 40% avant de chuter brutalement après son intervention. De par son parcours, Éric Zemmour a compris la force d'être clivant dans les médias. On comprend qu'il est plutôt passéiste et je pense même que dans sa communication et sa manière de voir les choses, il était passéiste. Lorsqu'il débute sa carrière, il privilégie la communication via les livres. Pour lui, c'est une manière noble de communiquer et cela est raccord avec son envie de devenir écrivain. Il en profite pour s'essayer à la politique alors qu'il a été éconduit de l'ENA. Il comprend la puissance du relais de la télévision, en qui il croit. Mais la télévision est un média vieillissant. Les scores de ses clashs lui font comprendre la viralité des réseaux sociaux pour propager ses idées et ses produits. Le contexte est posé et les briques associées pour créer la marque Éric Zemmour. Le principe même d'une marque est de savoir nommer ses ennemis, avoir une identité de marque forte en clivant avec des prises de position reconnaissables. Pour commencer cette seconde partie, laissez-moi citer Léon Zitrone, célèbre animateur de télévision. Qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi. Et cette phrase-là, Éric Zemmour l'a bien compris pour concevoir sa marque. Vous ne pensez pas qu'Éric Zemmour est une marque? Faites un test. Tapez Éric Zemmour sur Google et vous arriverez à 6 millions de résultats. Tapez Zemmour sur Google et vous arriverez à 8 millions de résultats. Ok, ce ne sont que des chiffres de résultats de recherche, mais on va voir par la suite, les chiffres de vente sont très intéressants. N'oublions pas qu'Éric Zemmour est à la base un auteur qui souhaite vendre ses livres. Je dis bien à la base parce qu'aujourd'hui, en 2021, beaucoup d'informations laissent à penser qu'il réfléchirait à se présenter à l'élection présidentielle de 2022. Mais ça aussi, on va le voir par la suite de cette vidéo parce que les hommes politiques ainsi que leurs partis sont des marques avec leurs slogans et leurs produits. N'oublions pas qu'on peut vendre une idée afin qu'elle soit adoptée. Dans notre société, les humoristes grossissent certains traits de leurs sketchs et de leurs spectacles. Ils partent souvent d'une réalité pour en grossir au maximum le trait, c'est ce qu'on appelle une parodie. Jonathan Lambert, humoriste sur le plateau de On n'est pas couché, se grime en Éric Zemmour et déjà à l'époque, il avait relevé que celui-ci était une marque. Vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Mais Laurent, j'estime que
Vous nous devez le succès de l'émission à part égale. Il n'y a pas de raison que l'un soit invité sans l'autre. Hein, Zemmour et Nolo, c'est aujourd'hui une marque déposée, comme Black et Decker. Là, c'est comme si vous receviez une perceuse sans les mèches. Éric Zemmour est très productif. À cela, on y ajoute ses passages en télévision et ses chroniques dans les journaux de télévision. Et on comprend qu'il travaille énormément son sujet. Il affûte son identité de marque qu'il diffuse par plusieurs canaux. Le livre, la télévision, la radio et les réseaux sociaux. Pour réaliser cette vidéo, j'ai cherché à avoir les chiffres de vente ou les chiffres de tirage des livres, mais impossible de trouver des informations sur Internet. Ou tout du moins, on peut trouver certaines informations quand le livre se vend bien. Les éditeurs communiquent largement dessus quand c'est des bonnes ventes. Mais quand celui-ci fait beaucoup moins de ventes, c'est plus délicat à trouver. J'ai appelé d'ailleurs plusieurs éditeurs sans succès, ainsi que le syndicat national de l'édition qui était aussi aux abonnés absents. J'ai dû payer pour avoir les statistiques des livres d'Éric Zemmour sur le site eudistat.com qui donne des estimations de vente. Chaque rapport pour voir les estimations de vente de chaque livre m'a coûté 5,40 €. Là aussi, quand je vous raconte cette anecdote, c'est pour appuyer mon propos sur l'image de marque. Mon but est de vous donner un maximum de qualité et d'informations à l'intérieur de mes vidéos. C'est pourquoi je m'en donne les moyens. Si pour avoir les bonnes informations, je dois payer, alors je paie. Il s'en va de la qualité de mon travail et de mon image de marque. J'en parle également dans la vidéo où j'analyse la stratégie de Daft Punk. Ils ont payé des millions d'euros pour réaliser leur propre projet, ce qui a fédéré une image de marque forte. Je vous mets le lien de cette vidéo en description si vous voulez la voir. Revenons-en à nos moutons ou plutôt à notre Zemmour. La première grosse vente d'un de ses livres est en 2009 avec Le Premier Sexe qui a fait 35 000 ventes. Rappelons que depuis 2006, il était sur le plateau de l'émission On n'est pas couché qui a été un véritable accélérateur de sa notoriété. Tous ses livres, entre 2009 et 2013, ont fait plus de 10 000 exemplaires. 2010, Mélancolie française, 85 000 ventes. 2011, Z comme Zemmour, 14 000 ventes. 2012, Le Bûcher des Vaniteux, 31 000 ventes. 2013, Le Bûcher des Vaniteux 2, 25 000 ventes. Son best-seller, sorti en 2014, Le Suicide français, se vendait en moyenne à 5 000 exemplaires par jour sur ses 2 premières semaines de vente, atteignant 32 000 ventes dans sa première semaine, puis 43 000 sur la deuxième. Fin 2014, plus de 400 000 exemplaires ont été vendus, ce qui en fait une des meilleures ventes de l'année avec Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler, ancienne compagne de François Hollande. Bon, après l'apparition du livre en septembre 2016, la maison d'édition déclare en avoir vendu 500 000 exemplaires. Elle confirme qu'il s'agit de son deuxième plus gros succès. En 2016, Un quinquennat pour rien, 74 000 ventes. En 2018, Destin français, 109 000 ventes. Dans l'industrie d'édition, les auteurs touchent généralement 8% de droits jusqu'à 10 000 exemplaires vendus. 10% entre 10 000 et 20 000 exemplaires et 12% au-delà. Cette échelle de droits peut varier d'une maison d'édition à l'autre, mais aussi en fonction de la notoriété de l'auteur, de ses ventes précédentes ou des prix qu'il a reçus. Appliquons un calcul simple à la vente de son best-seller Le Suicide français, sorti en 2014. Le livre coûte 22,90 €. Éric Zemmour touche 12% de son montant, soit environ 2,75 €. Pour 400 000 exemplaires, nous arrivons donc à un montant de 1 100 000 €. Je mets ce chiffre entre des pincettes parce que ceci reste une estimation. Ce qui est certain, c'est que Éric Zemmour a réussi à vendre beaucoup d'exemplaires de ses livres et a gagné beaucoup d'argent grâce à ça. Ces 5 derniers livres ont tous été édités chez Albin Michel, alors qu'il n'avait jusqu'ici jamais fait plus de 3 livres chez le même éditeur. On peut sûrement en déduire qu'il a un contrat spécifique avec cet éditeur. Plus le poids dans la balance est important, plus on a de marge de négociation. On peut nettement voir qu'il y a eu un avant et un après au niveau des ventes de ses livres. 2 éléments sont venus se greffer pour permettre à Éric Zemmour de vendre plus de livres. Avant 2009, il a écrit d'autres livres, dont certains écrits avec d'autres auteurs, comme Patrick Poivre d'Arvor et le livre Les Rats de la Garde, mais qui ont rencontré très peu de succès avec très peu de ventes. La grosse différence entre avant 2009 et après 2009 est que Éric Zemmour a choisi un sujet qui fait parler. Un sujet qui fait parler par une personne qui fait parler, forcément, ça attire l'attention. Surtout quand l'auteur est relayé par un des plus gros programmes de télé à l'époque. Il a su utiliser un sujet attractif avec un moyen de communication important. Toute marque se doit de choisir ses combats. Toute marque identifie clairement son ennemi. Identifier un ennemi assure de fédérer sa communauté, d'avoir des points communs qui nous permettent d'être entourés des personnes qui nous ressemblent. C'est un réflexe humain qui nous permet de survivre. En groupe, nous sommes plus forts que seuls. Nous aimons être entourés de nos semblables. Les plus grandes marques l'ont bien compris, ils ne se gênent pas pour identifier clairement leur ennemi.
Éric Zemmour, comme Pepsi ou Samsung, a clairement identifié ses ennemis, les féministes d'un côté et les musulmans de l'autre. Plusieurs de ses déclarations publiques lui valent d'ailleurs d'être condamné par la justice française pour provocation à la discrimination raciale en 2011 et pour provocation à la haine envers les musulmans en 2018 et en 2020. En se détachant émotionnellement complètement de cette analyse, on peut voir qu'il fédère toutes les personnes qui n'ont pas trouvé une autre marque capable de les représenter et de les fédérer. Bien évidemment, quand on parle de nommer les musulmans comme ennemis, on pense à Marine Le Pen et le Rassemblement national. Si vous avez bien fait attention, quand je vous ai passé les 2 spots publicitaires parlant de l'identification de l'ennemi des marques, j'ai bien choisi des publicités où les outsiders contre la marque dirigeante. Une publicité qui vante les mérites de Pepsi contre Coca-Cola. Une autre qui vante les avantages de Samsung contre Apple. Pour le parallèle avec Éric Zemmour et le reste de la classe politique est intéressant. Éric Zemmour est une marque dissidente, un outsider. Actuellement, la marque dirigeante au niveau de la vie politique est La République En Marche, incarnée par un président de la République qui est Emmanuel Macron. À l'extrême droite, nous avons une marque concurrente qui est le Rassemblement national, incarné par Marine Le Pen. Dans l'analyse que j'ai faite de la stratégie d'image de marque de Daft Punk, on a bien vu qu'ils partent d'une niche pour aller vers le plus grand nombre. D'ailleurs, je vous invite vraiment à voir cette vidéo, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Éric Zemmour emploie la même stratégie, une stratégie de niche pour aller conquérir le plus grand nombre. De plus, il bénéficie d'un avantage incroyable puisque c'est une nouvelle marque. Effectivement, ses idées se rapprochent de celles de Marine Le Pen, mais celle-ci est déjà présente aux élections présidentielles depuis 2012. Si on remonte encore plus en arrière, nous avons un membre de la famille Le Pen aux élections présidentielles depuis 1988, plusieurs décennies. Une nouvelle marque qui arrive sur le marché est toujours plus attrayante qu'une ancienne marque qui nous répète depuis des décennies la même chose. Surtout si cette nouvelle marque s'appuie sur une notoriété organisée depuis des années grâce à l'industrie du livre, des médias télévisés, la radio et les réseaux sociaux. Le circuit de la notoriété et de la vente avec Zemmour s'alimente par lui-même. Il crée la polémique, ce qui engendre un buzz qui est relayé sur les réseaux sociaux, ce qui amène plus de ventes de ses livres, ce qui amène la polémique par rapport à ce qu'il écrit dans ses livres, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Pourquoi Éric Zemmour est-il invité dans autant d'émissions? Mais parce qu'on se dit, ça va faire de l'audience. On ne peut pas ignorer ce qu'il dit car il a une voix qui porte, qui influence et qui préoccupe même le pouvoir en place. Il est l'incarnation d'une marque dissidente qui préoccupe la marque dominante. Le patron de CNews est très heureux puisque même si Éric Zemmour a beau provoquer de nombreuses mises en demeure, les chiffres sont au beau fixe. Il est au centre d'une machine très bien huilée, optimisée pour le clash, optimisée pour le clic. Certaines marques ont même fait le choix de retirer leur publicité de la diffusion de l'émission Zemmour et Nolo. Et à vrai dire, des marques comme Nutella, Ferrero ou Groupama ont retiré leur pub parce qu'elles se sont fait désigner sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle le name and shame, traduit par mise au pilori, qui désigne le fait d'être déclaré publiquement qu'une personne ou un groupe ou une entreprise agit de manière fautive. Le compte Sleeping Giant a publié ce tweet. Bonjour Nutella, en passant vos pubs sur Paris Première ce mercredi, pendant l'émission de Zemmour, vous le cautionnez et vous le financez. Est-ce délibéré? Il est connu pour ses propos incitant à la haine raciale et religieuse, condamné 2 fois. Évidemment, cela engendre encore plus de polémiques. N'oubliez pas la phrase de Léon Zitrone dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les fans d'Éric Zemmour crient au scandale parce qu'on veut lui retirer sa liberté d'expression et ses détracteurs crient au scandale parce qu'on lui laisse trop la parole. Et la polémique alimente encore la polémique. Certaines personnalités refusent d'aller parler sur certaines chaînes puisqu'elles donnent la parole à Éric Zemmour. Et pardon, je vais profiter de ce moment puisqu'on parle de bonne cause pour dire que c'est la dernière fois que je viens dans votre chaîne puisqu'elle accueille Éric Zemmour et que pour moi, Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui prône la haine. Donc voilà, c'est la dernière fois que je viens sur cette chaîne tant que lui le sera. débat. Évidemment, tout ceci n'est que de la communication, puisque d'après vous, une fois que la polémique est passée, devinez ce que vont faire ces pubs et ces personnalités. On pourrait facilement penser que Éric Zemmour n'est juste qu'une machine à clic, une machine à buzz, une machine à clash, mais la réalité est tout autre. Éric Zemmour s'impose en marque dissidente. Il souhaite disrupter la pensée dominante. Être sur un plateau télé où vous avez la majorité de celui-ci qui est contre vous n'est vraiment pas facile. Comme on dirait dans le jargon du 95, il ne s'agit pas de perdre ses baloches. Et sur ce côté-là, on peut reconnaître que Éric Zemmour
quelle que soit la personne en face de lui. Il n'a pas l'habitude de se décomposer. Je ne vais pas vous parler de la complexité de votre musique, de la subtilité de vos accords, parce que je déteste le rap, et le rap français comme le rap américain, je trouve ça sans intérêt. Continue à croire à ses idées, à son discours, malgré une pression extérieure et intérieure très forte, c'est très difficile. La pression extérieure est représentée par les personnes qui ne pensent pas comme vous. Prenons un exemple. Lors d'un repas à table, dites que vous êtes pour la peine de mort. Si la majorité de la table est contre vous, il y a de fortes chances puisque cela représente la pensée dominante, votre opinion va être très dure à assumer. Il y a même des personnes qui n'osent pas dire leur véritable opinion de peur de se confronter au groupe. La deuxième pression est intérieure puisque avant d'assumer ses propos, on a un véritable combat contre soi-même. Il y a de nombreuses expériences sociologiques qui prouvent que l'être humain a tendance à se conformer à la majorité de peur du conflit. La majorité l'emporte sur la réflexion personnelle. L'expérience de l'ascenseur le prouve. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Tous les plus grands entrepreneurs ont été au-delà du conformisme pour affronter la pression du groupe afin d'imposer leur vision. Voici ce que disait Henry Ford à ce sujet. Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. Comment faire comprendre aux gens qu'ils vont devoir se déplacer grâce à des véhicules qu'ils n'ont jamais encore vus, qu'ils doivent se ravitailler dans des endroits qui n'existent pas encore, avec un carburant qu'ils ne connaissent pas, alors qu'ils peuvent voyager à cheval et que ceux-ci peuvent s'arrêter quand ils veulent pour se recharger avec simplement de l'herbe. Vous voulez en savoir plus sur comment affronter le groupe pour imposer sa vision de leader? Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Vous aurez accès à une vidéo privée et interactive. Éric Zemmour, bien qu'étant souvent seul sur le plateau à assumer ses propres idées, on peut avouer qu'il y a certaines fois, elles sont assez d'ailleurs difficiles à défendre, il continue, il contre-attaque, il pointe même des fois les difficultés de ses opposants à avoir des arguments fondés. En Allemagne, il y a eu, il y a eu beaucoup de guerres civiles en Allemagne. L'histoire allemande, oui, la guerre de 7 ans, etc. Il y a la guerre de 7 ans, qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Au début du XVIIIe siècle. Ah oui, non, il n'y a pas. Il y a guerre de 7 ans, c'est pas en Allemagne. C'est entre la Prusse, l'Angleterre, la France et l'Autriche. Donc ça, c'est une guerre quasi mondiale. C'est pas en Allemagne. Terminé, Eric. On a parlé de la guerre en Allemagne, c'est la guerre de 30 ans et c'est au XVIIe siècle. On l'a vu dans la partie du contexte. Plus jeune, il était un élève studieux en histoire. Puis plus tard, il devient écrivain. Ce sont deux atouts qui lui ont permis de structurer sa pensée pour pouvoir l'argumenter. Dès le début de sa carrière, Éric Zemmour savait qu'il allait affronter la majeure partie des gens. Mais au lieu de se dire qu'il allait être laminé par la majorité, il a préféré l'affronter afin de faire porter sa voix pour fédérer toutes les personnes qui pouvaient penser comme lui. Il y a des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas dire. C'est-à-dire il y a des règles. On ne doit pas dire certaines choses des hommes, on ne doit pas dire certaines choses des femmes. Et tout ça est tabou. On ne doit pas. Il y a des relations, une vérité des relations entre hommes et femmes qui est complètement niée aujourd'hui. C'est ça que j'ai voulu dire. Dans cet extrait, on voit clairement qu'il construit son identité de marque. Faire penser qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire et que lui seul dit. C'est exactement pareil qu'une marque qui nous dirait « Viens tester mon produit parce que les autres ne veulent pas que tu accèdes à cette facilité ». Prenons l'exemple d'Uber. Ils ont construit leur marque sur la facilité d'accès aux déplacements que les taxis voulaient conserver. Ou encore le Bitcoin, qui nous promet d'être indépendant de la centralisation des banques. Les marques s'opposent et construisent leur identité en partant du principe qu'elles amènent quelque chose que les autres marques ne veulent pas ou ne peuvent pas donner. Éric Zemmour a appris de ses erreurs du passé. Il a capitalisé sur sa notoriété faite grâce à une émission grand public, ce qui lui a permis notamment de développer sa pensée et aussi de vendre énormément de livres. N'oublions pas au passage qu'il est certainement rémunéré pour toutes ses prestations télévisuelles. Passages qui font des records d'audience, ce qui est bankable, non seulement pour les chaînes de télévision, mais aussi
pour les annonceurs publicitaires. Il a su fédérer une communauté à travers sa pensée dissidente qui va à l'encontre de la majorité. Aujourd'hui, beaucoup de médias parlent de son éventuelle candidature à la présidentielle de 2022. Ce qui est certain, c'est qu'Éric Zemmour ne laisse personne indifférent, que ce soit en bien ou en mal. Cet orateur conserve des fans parmi les téléspectateurs, les lecteurs et certains patrons de médias qui lui gardent le micro ouvert. C'est une bête médiatique qui a su créer une image de marque forte et reconnaissable au premier coup d'œil. Un jour a été nécessaire pour faire les recherches concernant cette vidéo. Une autre journée a été nécessaire pour l'écrire et 2 jours supplémentaires pour le tournage ainsi que le montage. Soit 4 jours de travail plein pour l'analyse en détail de l'image de marque d'Éric Zemmour. C'est important pour moi de préciser que j'essaie toujours de vous fournir la meilleure qualité possible dans mes vidéos. Si vous trouvez que c'est le cas, merci de rétribuer ce travail en prenant votre index pour cliquer sur le pouce sous cette vidéo, ce sera majeur pour l'évolution de ma chaîne. Mettez également un commentaire, c'est toujours efficace pour le référencement. Éric Zemmour a compris qu'il ne servait à rien d'être la copie d'une copie, sinon on se transforme en photocopieur.